Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les réactions des pays de la région qui figurent sur la liste noire de Donald Trump et dont les ressortissants sont désormais interdits de territoire américain. Nous recevrons également sur ce plateau Shanta Devajaran, économiste en chef pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale. Il viendra nous parler du nouveau rapport publié par son instance. Enfin, je vous emmène découvrir le nouveau visage d'Alexandrie, deuxième ville d'Égypte. La Syrie, l'Irak, l'Iran et le Yémen, 4 pays du Moyen-Orient figurent sur la liste noire de Donald Trump. Le président américain interdit par décret prenant effet immédiatement aux ressortissants de ces pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain. L'Iran a aussitôt appliqué le principe de réciprocité. Réactions et conséquences dans la région avec leur manin. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. À peine signé, aussitôt appliqué. Le décret présidentiel de Donald Trump a pris par surprise les ressortissants des 7 pays musulmans, désormais interdits d'entrer sur le territoire américain, avec parfois des conséquences humaines dramatiques. C'est le cas notamment de ce Syrien refoulé au moment de prendre l'avion pour les États-Unis. J'ai reçu mon visa pour pouvoir aller vivre avec ma femme et mon fils qui sont déjà installés à Los Angeles. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Cette famille irakienne non plus n'a pas pu embarquer. Fouad Suleiman est pharmacien. Il a mis 2 ans pour obtenir les visas nécessaires à son installation en famille aux États-Unis. C'est une terrible erreur de la part des États-Unis, une erreur historique. On dirait une dictature. Quelqu'un signe et c'est applicable immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? On se croirait sous Saddam Hussein. Ce sentiment d'injustice est celui qui prédomine dans tout le monde arabo-musulman, et notamment en Iran, où la réaction du président Rouhani ne s'est pas fait attendre. Il appliquera la même interdiction aux Américains. L'époque de la construction des murs entre les nations est révolue. Les Américains ont oublié que même le mur de Berlin est tombé. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, ce décret est même contre-productif. Au lieu de protéger les États-Unis contre le terrorisme islamiste, il risque d'en faire au contraire une cible plus importante encore qu'il ne l'était déjà. Cette décision sera perçue comme un grand cadeau aux extrémistes et à leurs protecteurs. Car selon le ministre iranien des Affaires étrangères, ce sont des discriminations comme celle-ci qui aident les terroristes à recruter, en alimentant un sentiment d'exclusion chez de nombreux musulmans. Ces mesures vont transformer l'Amérique en pays sauvage. Ça pourrait se retourner contre elle et donner tout autre chose que ce que ses dirigeants espèrent comme résultat. La grande Amérique respecte les droits de l'homme, mais cette décision va avoir un impact hors du commun en étiquetant tous les musulmans comme terroristes. Tous les pays musulmans ne sont cependant pas concernés par cette interdiction. Le Qatar, l'Égypte ou l'Arabie saoudite en sont exclus. Pourtant, 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient des Saoudiens. D'aucuns y voient la patte de Donald Trump, l'homme d'affaires, dont l'organisation a des intérêts ou des projets dans ces pays. C'est le cas aussi en Jordanie, au Liban ou en Turquie, qui ne sont pas non plus concernés par le décret présidentiel. Nous recevons sur ce plateau Shanta Devajaran, économiste en chef pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre instance a publié un nouveau rapport sur la gouvernance dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, nous avons sorti ce rapport parce que nous pensons que la bonne gouvernance, c'est la base des bonnes politiques économiques et la mise en œuvre des bonnes politiques économiques sur le terrain. Et il y a une pertinence pour le Moyen-Orient parce que, comme vous savez, nous sommes dans une crise. Il y a des guerres civiles en Syrie, en Irak, il y a des problèmes de réfugiés. Et si vous posez la question, quelle est la raison pour ces conflits ? Et quelle était la raison pour le printemps arabe qui était derrière ces quelques-uns des conflits? C'était vraiment la mauvaise gouvernance qui a dirigé un système où il y a beaucoup de chômage, et surtout le chômage de jeunes. Et quand les jeunes
en chômage, sont chômeurs, ils risquent d'être exclus de la société. Parce que si vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas marier, vous ne pouvez pas avoir une maison. Et ça pèse sur la société. Et ce que nous avons vu, c'est le conflit. Alors, entrant dans le vif du sujet, on peut distinguer au Moyen-Orient aujourd'hui 2 catégories de pays, j'ai envie de dire, ceux qui sont en conflit et les voisins de ces pays qui sont en conflit, qui subissent aussi les conséquences de ces conflits. On va commencer par les pays en guerre, comme la Syrie, l'Irak et le Yémen. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? L'état des lieux, c'est très sérieux. C'est-à-dire, en Syrie, nous avons perdu presque un demi-million de morts. En Yémen aussi, il y a une crise très profonde. Et le niveau de vie est baissé dans une situation catastrophique. Et nous avons constaté que, par exemple, l'économie syrienne a perdu presque 100 milliards de dollars comme dans le PIB grâce à la guerre civile. À cause de la guerre civile, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait, combien de temps il faudrait pour reconstruire ces pays ? La Syrie, par exemple, Alep, qu'on a vu détruite, qui était la capitale économique du pays, il faudrait combien de temps pour qu'elle redevienne capitale économique du pays ? Oh, ça va prendre 10, 15 ans pour vraiment reconstruire l'infrastructure du pays. Mais je crois que ce qui est assez important, c'est reconstruire la société syrienne. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le cas qu'il faut reconstruire les ponts et les routes qui ont été détruites, sans doute. Mais le fait est que la société syrienne a été détruite par la guerre. Et il faut consolider, il faut qu'il devienne encore une fois une société unifiée. Autre question concernant les pays voisins cette fois, qui ont aussi subi les conséquences de ces guerres à cause des masses de réfugiés qu'ils ont accueillis. Y a-t-il une conséquence directe sur leur économie, sur leur quotidien ? Oui, parce que les chiffres sont énormes. C'est-à-dire, le Liban, par exemple, a 30% de sa population comme réfugiés. Ça, c'est un impact comme si toute la population de Nigeria arrive en Europe. Et ça pèse sur les services publics, par exemple l'eau et la santé, l'éducation, l'électricité. Mais aussi, il y a encore un problème de chômage. C'est-à-dire, les réfugiés, ils n'ont pas de travail. Et quelquefois, ils n'ont pas le droit de travail. Et ce que nous essayons de faire en Jordanie et au Liban, c'est d'avoir un accord entre le gouvernement de Jordanie et avec les partenaires comme la Banque mondiale et aussi les bailleurs de fonds, qu'on peut créer des usines où les réfugiés puissent travailler. Et par contre, l'Union européenne, par exemple, accepte les produits de ces usines hors taxe. Ça donne une incitation aux deux côtés de créer l'emploi pour les réfugiés. Merci beaucoup, Monsieur Davarajan, d'avoir accepté notre invitation. Je vous emmène à présent à Alexandrie. Cette ville, la deuxième d'Égypte, a longtemps été considérée comme l'un des joyaux de la Méditerranée. Elle est aussi connue pour être le berceau du cinéma arabe. Que devient-elle aujourd'hui ? Fanny Allar et Liana Saleh ont filmé ses ruelles et donné la parole à ses habitants et ses artistes. Reportage. Alexandre le Grand l'avait rêvé, il est mort avant d'en admirer la splendeur. Alexandrie, ville mythique de Méditerranée, fut longtemps le berceau cosmopolite de l'Égypte. Il en reste peu de choses. Basile Bena est l'héritier de Bena Film, première société de cinéma égyptien à produire des films parlants, tels que Leïla, fille des pauvres. Ma famille est arrivée en Égypte au début du XXe siècle avec le laissez-passer ottoman. Elle fait partie des premières familles naturalisées égyptiennes dans les années 30. Ce sont eux, mes parents, qui ont commencé à produire et à distribuer les premiers films en Égypte. Ils ont vécu l'âge d'or du cinéma égyptien jusque dans les années 60. Une ville qui continue d'inspirer les artistes du monde entier. Gaëtan Trovato est français. Il a passé 3 mois à Alexandrie pour y réaliser un film à partir des archives cinématographiques de la famille Bena. Son projet se nomme « Avant que j'oublie ».
J'ai voulu travailler à partir de cette archive et la faire revivre en quelque sorte. C'est pas forcément l'époque coloniale qui m'intéresse le plus, mais c'est l'identité égyptienne. Mon souhait aussi, c'était de rendre hommage aux Alexandrins, à leur histoire donc. À partir des années 60, le cinéma décline. Les étrangers quittent peu à peu l'Égypte. C'est le cas de l'éditrice italienne Teresa Cremisi. Lauréate du prix Méditerranée 2016, elle a grandi à Alexandrie et y est revenue cette année pour la première fois en 60 ans. C'est à la fois la même ville, une ville spécialiste en décomposition, en destruction d'elle-même, et une ville totalement différente. C'était un bijou de la Méditerranée, avec des allées propres, des dames qui s'habillaient à la dernière mode de Paris. Ce n'est plus ça, mais quelque chose reste de cette ville éternelle. On l'a surnommé le comptoir du monde. Il ne reste aujourd'hui d'Alexandrie qu'un parfum suranné. 6 ans après la Révolution, la situation économique est catastrophique, la population en apnée. Ironie du paysage, ce drapeau, à l'image du pays. Et en Syrie, quand les bombardements cessent, le ballon rond reprend sa place. Pour la première fois depuis 2010, des fans de football ont réinvesti le stade d'Alep et assisté à un match entre les deux clubs, Al-Ittihad et Horia, des équipes qui s'affrontent habituellement à l'Atakié. Pour beaucoup, la reprise de la compétition à Alep est un signe de retour à la normale dans cette ville ravagée par la guerre. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24.